Bonsoir, bonsoir. Je vois que ça se connecte petit à Mmh. petit. Donc là, on a à peu près pour le moment une vingtaine de participants. Il y en a une soixantaine normalement de prévus. On verra si tout le monde vient ou pas au fur et à mesure. Juste pour savoir si vous m'entendez bien et pour commencer à utiliser le chat, vous pouvez écrire un bonsoir par exemple ou OK, on entend au niveau des messages. S'il y en a qui commencent à c'est converser normalement. Vous cliquez dessus et vous pouvez déposer un message pour voir si vous entendez bien et si vous avez bien l'image. OK, on entend bien. Est-ce que Mmh. c'est OK pour tout le monde? Bonsoir, audio parfait ici. Le son est très bon de mon côté. On vous entend. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Super. Ça a l'air de bien marcher. Mmh. Très bien. Geneviève, est-ce que c'est OK pour toi si on commence à dérouler la soirée? Oui, à ce Vous- moment-là, on va oui, pour pas faire attendre trop, et puis comme ça, les personnes continueront à rentrer, hein. Oui, elles arriveront au Donc fur et à bonsoir à tout le mesure. monde et bienvenue, donc un peu chez vous, hein, si on peut dire, puisque, vous avez, voilà, vous allez assister à cette conférence, un petit peu pas comme les autres, hein, puisque vous êtes, j'espère bien installés derrière votre écran. Et puis, donc je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis, Geneviève Gomez, donc je suis la responsable du relais assistante maternelle de Rochefort. Donc j'organise tous les ans une soirée, une conférence, sur un thème de la petite enfance, autour d'un thème sur la petite enfance. Et donc cette année, on a choisi le thème des enfants d'hier et des enfants d'aujourd'hui. Bon, visiblement, ça intrigue, ça intéresse pas mal de monde. Donc cette soirée, elle est organisée en collaboration avec les 5 multi-accueils de la ville de Rochefort, 3 crèches, 2 haltes garderies, puisqu'on a un groupe, voilà, on travaille ensemble, on prépare comme ça des outils pédagogiques. Et puis aussi avec les relais du secteur, du même secteur géographique, la communauté d'agglomération Rochefort-Océan. Donc le relais itinérant de Tenay-Charente, donc Stéphanie Desplaces, et puis les 2 relais qui se trouvent de l'autre côté de la Charente, vers Soubise, par là-bas, et les communes environnantes. Et donc voilà, ça, ce sont des relais qui sont gérés par le syndicat Enfance Jeunesse Intercommunal. Voilà, dans la salle virtuelle, on va dire, donc on a donc ce soir, vous êtes inscrits, des parents qui utilisent les structures, des professionnels, des partenaires aussi, hein, de la PMI, psychomotricienne, et cetera. Donc là, je ne sais pas combien on est de personnes. On est 24. Bon, bah voilà, ça fait un bon petit groupe. Donc, ce soir, nous accueillons Hélène Bassière. Vraiment, je la remercie doublement pour avoir accepté ce challenge d'organiser techniquement et puis sans public vraiment vis-à-vis. Je crois que c'est ça qui était le plus compliqué. Comment on va faire bon, donc on a fait quelques tests. Vous allez être un petit peu cobaye aussi, si on peut dire, de cette première expérience. Voilà, on s'est dit que c'était important quand même voilà, de continuer nos actions avec, bien sûr, en adaptant la forme à la réalité du moment. Donc, bah, j'espère que ça va bien se passer. Et puis, j'espère aussi qu'on se retrouvera très prochainement, ou en tous les cas prochainement, en vraie présence et plus proche. Voilà, donc je laisse la parole à Hélène et puis OK, je vous souhaite une bonne conférence. super. Donc je vais commencer. Je vais partager avec vous un PowerPoint pour pouvoir commencer. Ça va pour tout le monde? Donc on va pouvoir commencer.
Alors, je vois un truc qui s'affiche. Oui, OK, ça marche. Je fais quelques petits réglages, désolée, c'est les débuts comme on disait. Donc cette conférence, les enfants d'aujourd'hui sont-ils les mêmes que ceux d'hier? Pas toujours facile d'être parent. Effectivement, pas toujours facile. Les enfants d'aujourd'hui sont-ils, les mêmes que ceux d'hier? Comment poser une autorité bienveillante et sécurisante? Mmh, vraiment, on va voir que c'est vraiment difficile et que parfois, on est vraiment, vraiment en difficulté. Notre quotidien, auprès des enfants, comment ça se passe? Quelque part aujourd'hui, au XXIe siècle, ben, on va courir à la garderie, on va courir à l'école, on va courir au travail, on va courir à l'épicerie, on va courir à la maison. Comment on se sent à votre avis? Généralement, on se sent épuisé en fin de journée et le pire, c'est que le lendemain, ben, on recommence encore depuis le début. On court à la garderie, on court à l'école, on court au travail, on court à l'épicerie, on court à la maison. Vraiment, il y a une espèce de fatigue, de choses à faire en choses à faire, qui peuvent amener énormément de fatigue à la fois du corps, mais aussi, bah, intellectuelle, parce qu'il faut penser, il faut s'organiser et ça, c'est extrêmement fatigant, dans le quotidien. En sachant que là, c'est je vous parle des choses qui vont être prévues. Mais à tout ça, il y a aussi toutes les choses qui ne sont pas prévues. Les choses qui ne sont pas prévues, c'est par exemple le matin, quand on est parent, un enfant qui veut pas se lever, il veut pas sortir de son lit, par exemple. Et là, il y a de la fatigue qui commence déjà à arriver. Et ensuite, que peut-il se passer? Bah, par exemple, il veut pas venir au petit déjeuner. Puis après, il veut pas mettre ses chaussures. Puis après, il veut pas monter dans la voiture. Et après, il veut pas en sortir de cette voiture. C'est le monde à l'envers, on est fatigué, on est épuisé. Et au cours de la journée, si on garde l'enfant à la maison, soit parce qu'on est parent, soit qu'on est professionnel, il y a aussi tous les autres imprévus qui sont, bah, l'enfant qui a de la fièvre, l'enfant qui a des boutons, l'enfant qui va mordre un autre enfant, un enfant qui va être dans l'agressivité, dans les pleurs, dans le besoin de contact, et tout ça, tous ces imprévus qui s'accumulent encore et encore et encore, à votre avis, comment on se sent? Est-ce qu'on se sent plutôt du côté gauche confortable ou est-ce qu'on se sent plutôt du côté inconfortable? Généralement, il n'y a pas photo, on se sent plutôt du côté de l'inconfort. On peut se sentir abattu, accablé, agacé, on peut se sentir confus, crispé, débordé, découragé. On peut être embêté, en colère, on peut se sentir fatigué, lassé. En tout cas, ça va pas amener du confort de voir toutes ces choses à faire et tous ces imprévus qui s'accumulent. En sachant aussi que, bah, quand on arrive le soir, la journée, elle est toujours pas finie. Si on est parent, bah, on va se retrouver à cuisiner, pour la famille et puis peut-être qu'on est en train d'aider le plus grand à faire ses devoirs et on entend le téléphone qui sonne et à ce moment-là, il y a le petit qui arrive parce qu'il a son ongle qui est cassé. Il fait alors on s'approche, on se demande ce qui se passe. «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» «Mon ongle!» «Mais qu'est-ce qu'il a ton ongle?» «Ah, beh, il est un peu cassé». «C'est que ça te fait mal, c'est ça? On va le couper». «Non, tu touches pas!» C'est-à-dire que nous, on avait apporté une solution et là, l'enfant, il en veut pas, il refuse. Mais nous, on sait qu'il faut couper l'ongle pour qu'il ait plus mal. Donc on dit: «Mais si, attends, bouge pas, je vais chercher le coupe-ongle». «Non, non, non, tu touches pas!» Il est totalement terrifié, il commence peut-être même à nous jeter des objets s'il est vraiment en panique à l'intérieur et nous, on se sent comment? Ben, on va se sentir encore une fois agacé, énervé, au bord de la crise de nerfs, on comprend pas. Pourquoi quand j'offre une solution à mon enfant, il n'en veut pas? Et du coup, on se met dans quel état généralement? On s'agace, on s'énerve et on va faire des choses qu'on regrette après, hein, mais on va hurler: «Mais silence!» Ou alors on va te faire d'autres incohérences en disant par exemple: «On ne crie pas!» et on s'énerve et on s'énerve. Mais en même temps, c'est qu'on essaie aussi de comprendre et ça a pas de sens en fait. Pourquoi quand je propose une solution à mon enfant, il fait des caprices, il se roule par terre, il est pas content, alors que moi j'ai la solution. Il pourrait ne plus du tout avoir de problème et on comprend pas ça. Donc pourquoi l'enfant refuse de m'écouter? Pourquoi il hurle face à la solution évidente de couper son ongle pour régler le problème? Pourquoi mon aide amène chez cet enfant des hurlements et des cris encore plus forts? Pourquoi?
Et on se dit généralement: «Mais je comprends pas, parce que moi, de mon temps, ça se passait pas comme ça. J'aurais jamais osé hurler ou crier. J'aurais jamais osé, m'interposer en face de l'adulte». On va aussi entendre des phrases comme: «Mais les enfants d'hier, ils faisaient pas de caprices comme ça, ils se roulaient pas par terre, ils criaient pas comme ça. Mais les enfants avant, mais ils restaient sages, ils restaient assis. Ils étaient pas là à négocier ou à s'énerver». Et il y a des pensées automatiques comme ça qui vont venir où on a cette pensée, cette croyance que les enfants d'avant obéissaient plus, étaient beaucoup plus sages et ne faisaient pas de crise. Donc on va essayer de comprendre, est-ce que c'est une réalité ou pas? Donc aujourd'hui, pas facile d'être parent, car les enfants font des crises dans les magasins, par exemple. C'est des choses qu'on peut entendre, c'est des croyances qu'on peut entendre. Les enfants font des crises dans les magasins. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Bah, oui, c'est vrai, parce que tout simplement, avant, en fait, les supermarchés, ça n'existait pas. On allait faire ses courses dans ce type de petites boutiques qui étaient à échelle humaine et où les enfants, ils n'étaient pas surstimulés. Il n'y avait pas des milliards de choses à regarder. Il y avait un type de pulpe de tomate, une sorte de boîte d'haricots, etc. Il n'y avait pas des milliards de choses, il n'y avait pas de surstimulation. C'était des petites boutiques à taille humaine. On restait 10 minutes, un quart d'heure maximum et on sortait. Aujourd'hui, dans les magasins, on a à peu près ça. Et là, on est juste dans un seul rayon. Et il y a déjà, rien que pour quelques petites choses, des milliards de possibilités. Donc l'enfant, il est face à toutes ces stimulations, il est face à une multitude de couleurs, d'odeurs, de lumières qui sont tout autour de lui et qui le stimulent. Et en plus, généralement, comme ils sont petits, on les met dans le caddie. Dans un caddie, l'enfant, il est à l'envers. Quand on est à l'envers et qu'on ne sait pas dans quelle direction ça va partir, que je n'ai pas le droit de toucher à ce qu'il y a autour de moi. On me dit non, tu touches pas, non, et on l'empêche de prendre. Mais quand il n'a pas le droit de toucher, il n'a pas le droit d'aller où il veut, et il est coincé sur un caddie, et qu'en plus il est en marche arrière et qu'il a l'impression de partir totalement en arrière, en fait, ça fait un peu trop pour lui. Il n'est pas en capacité, son cerveau n'est pas en capacité à faire face. En sachant que là, je vous montre un seul rayon, mais en fait, dans un magasin, dans une grande surface, il y a plein de rayons partout. Donc l'enfant, il n'est pas surstimulé sur juste quelques minutes, ça dure trois quarts d'heure, une heure, où il est coincé dans un endroit, il n'a pas le droit de bouger, et en fait, il est stimulé, stimulé, stimulé. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein de bruit autour, il y a du mouvement, il y a des gens, l'adulte qui pousse le caddie n'est pas disponible pour moi. Il y a plein de nouvelles odeurs, il y a plein de nouvelles formes, il y a plein d'objets inconnus, il y a plein de choses qui m'attirent, il y a plein de choses qui me font peut-être un peu peur, il y a des lumières stimulantes, il y a des couleurs qui me stimulent. Tout ça, pour un enfant, ça fait trop de choses à analyser dans son cerveau. Et ce qui va arriver, c'est qu'effectivement, pour décharger toute cette tension qu'il a accumulée dans son corps au fur et à mesure des minutes qui sont passées, l'enfant va faire ce qu'on appelle une crise. En fait, c'est une décharge de toutes les tensions qu'il a accumulées dans son corps. Donc on voit que, en fait, avant, les enfants, effectivement, ne faisaient pas de crise dans les magasins, mais tout simplement parce que les magasins n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et que la taille humaine d'un magasin d'il y a 50 ans permettait aux enfants peut-être de patienter plus facilement. Là, les enfants, ils sont confrontés à des situations qu'ils ne sont pas en capacité à dépasser. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions ou des réflexions à les poser. J'ai oublié de le redire tout à l'heure. Aujourd'hui, pas facile d'être parent ou éducateur parce que les enfants font des crises pour regarder les écrans. Oui, mais avant, les enfants, effectivement, ne crisaient pas ou ne criaient pas, ne hurlaient pas quand on éteignait la télé, parce qu'il n'y avait pas de télé, tout simplement. Donc, les enfants d'avant, ils étaient dans la rue, ils étaient dans le mouvement, ils étaient dans le plaisir de bouger leur corps librement. Et là, on les voit, même dans la ville, ils étaient en capacité à se dépenser et à aller s'amuser, pas seulement en campagne, en ville aussi. Donc là, on voit des enfants qui sautent par-dessus le dos des copains. Il n'y a pas besoin de plus de matériel que ça. Une autre petite fille qui joue avec une ficelle peut-être même trouvée par terre.
d'autres qui jouent avec de la récupération, des jantes de vélo, et ils s'amusent à les faire rouler ou avec des billes. Et on voit qu'ils sont dans le mouvement, qu'ils sont dans le plaisir, qu'il y a quelque chose où ça bouge à l'intérieur. Et nous, aujourd'hui, avec les écrans, voilà ce qu'on propose aux enfants. C'est des enfants qui sont passifs face aux écrans et qui engrangent plein d'images comme ça, sans jamais bouger. Ils sont totalement happés par l'image et ils reçoivent, ils reçoivent, ils reçoivent. Leur corps ne bouge pas. Pour autant, dans leur cerveau, tout est en mouvement. Ils sont en train de tout analyser ce qu'ils voient. Et ils sont en train même d'activer, en même temps que le héros de l'histoire, ils sont en train d'activer exactement les mêmes zones dans le cerveau que la personne qu'ils sont en train de regarder. C'est ce qu'on appelle l'efficience des neurones miroirs, faire comme les autres. Sauf que là, ce système des écrans font qu'ils ne bougent pas, mais que leur cerveau s'active comme ce qu'ils voient à l'écran. Eh bien, quand on va couper l'écran, tous ces mouvements-là vont sortir d'un coup. Et ça va être l'explosion. C'est trop de choses d'un seul coup pour l'enfant qui tout d'un coup se reconnecte à son corps, à ses sensations. Il était happé, il était hors de lui à un moment donné. Quand il récupère tout ça, c'est d'une violence incroyable pour lui, ce qui fait qu'il va sortir toutes ces tensions sous forme de crise. Donc on voit que entre des enfants qui étaient vraiment en capacité à bouger, à aller s'amuser, à être en interaction avec les autres, et ce qu'on peut voir aujourd'hui chez beaucoup d'enfants et même des tout petits, pour avoir parfois fait des observations en crèche, je vois de plus en plus d'enfants, de même pas 1 an parfois, qui ont le téléphone du parent accroché aux mains et qui regardent déjà un dessin animé. Et on se dit: «Mais c'est pas possible, il est tout petit, c'est pas» mais en fin de compte, c'est la seule possibilité qu'a trouvé ce parent-là, à un moment donné, pour que l'enfant accepte peut-être d'être attaché en voiture. Peut-être qu'il va falloir trouver d'autres possibilités, parce qu'aujourd'hui, on sait que les écrans sont extrêmement nocifs pour le développement de l'enfant. Donc oui, les enfants vont faire des crises quand on va éteindre les écrans, les ordinateurs, et en même temps, c'est extrêmement nécessaire de le faire pour leur bonne santé. Donc, petit rappel, pas d'écran avant 3 ans, voire même pas avant 4, 5 ans. Et si on leur montre des écrans, ce qui va être extrêmement important, c'est de les accompagner, c'est de rester avec eux, de ne pas utiliser l'écran comme quelque chose, comme un grand-parent qui pouvait avant garder les enfants. C'est pas un moyen de garde, en fait, un écran. Donc ça va être important d'accompagner l'enfant et de rester avec lui et de décrire ce qu'on voit à l'écran. «Oh, tu vu? Oh, il s'est pris un coup. Oh là là, il court vite, il a peur». On va mettre des mots sur ce que l'enfant voit parce que ça va l'apaiser. Il est en lien, il est pas du tout hors de lui, il est en connexion avec quelqu'un à côté de lui qui lui explique ce qu'il voit à l'écran. Et ça va vraiment permettre d'aider l'enfant à, analyser les images et à ne pas partir en vrille quand on va éteindre l'écran. Donc pas de télé, pas d'écran avant 3, 4 ans. Je vois que non, il y a pas de questions, c'est bon. Donc aujourd'hui, les enfants ne savent plus rester assis et se concentrer pour travailler. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut entendre, qu'avant les enfants, ils pouvaient rester assis, par exemple au repas ou pour travailler et que maintenant ils n'y arrivent plus. Peut-être que ça aussi, c'est une croyance et peut-être que nos attentes, un enfant calme, posé et concentré, c'est peut-être difficilement possible actuellement dans les conditions dans lesquelles les enfants vivent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on mange beaucoup plus de sucre blanc, de sucre raffiné, que ce qu'on pouvait faire il y a une centaine d'années. Des articles que vous pourrez trouver facilement sur internet disent qu'il y a 100 ans, par personne, on consommait environ 2 kilogrammes de sucre blanc, c'est-à-dire de sucre rajouté, heu, par an et par habitant. Donc 2 kilogrammes par personne et par an. Aujourd'hui, on n'est pas à 5, on n'est pas à 10, on n'est pas à 20, on est à 35 en moyenne, 35 kilogrammes de sucre par an et par personne. Vous imaginez passer de 2 kilogrammes à 35 kilogrammes? Mais c'est énorme et effectivement, le sucre aujourd'hui, on en trouve partout. On en trouve partout, partout, que ce soit dans les petits pois, c'est-à-dire qu'on pense acheter un légume et en fin de compte, non, on se retrouve avec du sucre rajouté dedans. Et quand on donne des cornflakes plutôt que du pain, il y a plein de choses dans lesquelles il y a énormément de sucre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre, c'est ce qui va donner de l'énergie.
et de l'énergie pour agir et pour bouger et pour être en mouvement. Petit article, Science et Avenir, qui montre, ça date de 2019, hein, c'est récent, qui montre que 3 enfants sur 4 mangent trop de sucre. 3 enfants sur 4, c'est énorme. En sachant encore une fois que si on donne trop de sucre, bah, il faut s'attendre à ce que les enfants soient en mouvement, soient avec plein d'énergie et aient envie de faire plein plein de choses. Ça veut dire qu'ils sont pas du tout en capacité à rester calmes, posés, concentrés. À l'intérieur, il y a une espèce de truc qui leur dit: «Hey, vas-y, bouge, fais plein de choses avec ton corps», parce qu'ils ont de l'énergie immédiate à dépenser. En sachant aussi que on n'est pas tous égaux face au sucre. C'est un peu comme la caféine. Il y a des adultes qui vont être sensibles à la caféine et qui, juste avec une tasse de café, vont avoir du mal à s'endormir le soir. Et d'autres, pareil pour le sucre, et d'autres pour les cafés, pardon, pour les cafés, d'autres qui vont pas du tout être réactifs à la caféine. Pour les enfants, ça va être pareil. Il y a des enfants qui sont extrêmement sensibles au sucre. Et juste un tout petit peu trop de sucre, ça va être explosif pour eux. Ils vont avoir du mal à se contrôler. Donc, nos attentes, c'est des enfants calmes et posés. La réalité, c'est que si l'enfant consomme trop de sucre ou est particulièrement sensible au sucre, vous risquez d'avoir un enfant qui est en mouvement et qui est dans l'incapacité de rester assis. Mais parce que ce qu'on a mis dans son corps fait qu'il est en mouvement et qu'il va beaucoup, beaucoup bouger. Et je vous rappelle encore une fois que avant, les enfants, ben, ils avaient cette capacité. Non seulement ils consommaient moins de sucre, mais en fait, ils bougeaient beaucoup plus que nos enfants actuels. Alors on se dit: «Ouais, mais là, ils se mettent en danger, ils sont au milieu de la route avec des caisses à savon et ils descendent parmi les voitures. Ouah, peur!» Oui, effectivement, là, il y a peut-être, des mesures à trouver pour sécuriser l'enfant. N'empêche qu'ils étaient vraiment dans cette pleine liberté et dans ce mouvement qui fait que peut-être que toutes les tensions qui étaient accumulées à un moment donné, bah, pouvaient sortir. En sachant qu'ils n'étaient pas seuls face à un écran, ils étaient vraiment ensemble en groupe, c'est-à-dire qu'il y avait du lien, il y avait de la sociabilité et ça aide à se sentir bien et à décharger aussi les tensions. Donc, est-ce que réellement les enfants d'avant, sont différents des enfants d'aujourd'hui? Bah, j'ai envie de dire non, ils ont les mêmes besoins. Par contre, c'est l'environnement qui a vraiment, vraiment changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop d'écrans, par rapport à des enfants qui sont vraiment petits. Ça amène un manque d'activité physique. Il y a trop de sucre dans l'alimentation, donc ça va amener à la fois de l'agitation et des coups de pompe parce que ça va faire un peu hyperglycémie, hypoglycémie, hyperglycémie, hypoglycémie. Ça fait une espèce de truc, plein d'énergie, totalement fatigué et ça, l'enfant, ça épuise son corps. Ils sont aussi dans une liberté de mouvement qu'on a vachement réduit parce qu'on a aussi beaucoup plus conscience du danger, hein. Je veux dire, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passerait si on laissait les enfants dévaler la rue parmi les voitures sur une caisse à savon. Mais en tout cas, c'est des choses qui pouvaient se faire à un certain moment. Ce qui a changé aussi par rapport à avant et aujourd'hui, c'est nos rythmes dans les journées. Auparavant, le schéma familial faisait qu'en fait, on était beaucoup plus avec un format de, une personne à la maison qui s'occupe des enfants. Généralement, c'était soit la maman, soit, les grands-parents qui s'occupaient à la maison de l'enfant et du coup, il y avait pas cette espèce de rythme où il faut courir de choses à faire en choses à faire. Il y avait du relais, il y avait du contact, il y avait quelque chose de familial. Ça, aujourd'hui, c'est un peu plus, dispersé et enfin, les familles sont un peu plus dispersées et du coup, il y a moins de relais et on est obligé de courir de garderie en école et cetera. Il y a aussi cette espèce de pression sociale où il faudrait être des parents parfaits avec des enfants parfaits et ça aussi, ça amène beaucoup de stress. Avant, il y avait pas du tout cette notion d'être un parent parfait, alors les enfants parfaits peut-être, mais être un parent parfait, on donnait une grosse fessée ou on criait sur l'enfant, on était considérés comme des parents parfaits. Aujourd'hui, on voit bien que, bah, ça a changé, au niveau des critères et on n'a pas les mêmes repères, on n'a pas d'exemple, sur lequel on pourrait copier et là, ça va aussi amener, pas mal de flou et de fatigue parce qu'on ne sait pas comment faire. Il y a aussi tous les déménagements, les attentats, les guerres, les pollutions, le climat, tout ce stress ambiant et comme on voit bien là, le covid qui est là et qui va aussi amener du stress dans notre quotidien. Donc c'est pas forcément les enfants qui ont changé, ils ont toujours les mêmes besoins, c'est d'être en mouvement, d'avoir cette liberté dans leur corps, d'être en contact avec les autres. Par contre, c'est l'environnement qui a changé. On les nourrit plus de la même manière que ce soit, avec les
les écrans ou que ce soit au niveau de l'alimentation à l'intérieur. Donc du coup, est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que les enfants étaient plus respectueux? Est-ce que les enfants faisaient moins de crises vu qu'il n'y avait pas d'écran, moins de sucre? Est-ce qu'ils écoutaient plus les adultes? C'est ce que je vous propose de découvrir ici. Petite citation, qui a dit un jour, donc je vais vous faire 2 petites citations et vous allez essayer d'imaginer vers quelle date environ elles ont pu être, dites ou écrites. Première citation: «Les jeunes d'aujourd'hui ne pensent qu'à eux. Ils n'ont pas de respect pour les parents ou la vieillesse. Ils sont impatients et refusent toute contrainte. Pour ce qui est des filles, elles n'ont aucune retenue, elles sont impudiques, elles n'ont aucune distinction dans leur discours, leur comportement et leur habillement». À votre avis, qu'est-ce qui, je suis en train de lire en même temps, juste, mais peut-être que vous en parlerez, mais quel est l'impact du Covid sur l'enfance? Je finis juste sur le je viens de le voir, désolée. Je finis juste sur la citation. Donc: «Les jeunes d'aujourd'hui ne pensent qu'à eux, ils n'ont plus aucun respect. Les filles sont impudiques sur leur comportement, leur habillement». En fait, ça, on peut se dire: «Bah, c'est actuel» ou «C'était il y a 50 ans». En fin de compte, pas du tout. Ça date d'il y a, beaucoup plus longtemps que ça. C'est Pierre l'Hermite qui était un religieux français au XIe siècle. Vous imaginez le XIe siècle? Mais c'était il y a très, très longtemps. Et donc oui, juste pour, regarder, l'impact de ce virus sur l'enfance, en fait, on n'a pas vraiment de recul. Pour le moment, on est dans le bain, on est en train de vivre ça. Sincèrement, moi, il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment inquiète, ne serait-ce que par rapport au fait qu'il y a des enfants qui, la journée voient des adultes qui sont avec des masques. Ça veut dire qu'au niveau des émotions, ils en voient beaucoup moins. Alors effectivement, il y a beaucoup d'émotions qui passent par les yeux, mais on n'a pas toute l'expression du visage et donc l'enfant va rater certaines expressions, certaines manifestations. Il y a aussi le fait que les enfants, quand ils voient un adulte avec un masque et que l'adulte lui parle, ils voient pas le mouvement des lèvres. Donc pareil, pour apprendre à parler, ça peut poser problème là aussi. Et par rapport à l'ambiance générale, du Covid, je dirais que ça va dépendre de comment les parents ou les adultes, référents, prennent ça en charge. Est-ce que les adultes sont stressés et disent: «Faut tout de suite que tu te laves les mains» et cetera, sont dans une espèce de panique et de stress? Ou est-ce que juste il y a eu une explication et il y a quelque chose où, là maintenant on va faire attention à ça. On va prendre soin de se laver les mains, on va prendre soin de telle et telle chose, de tu vois là je mets un masque, c'est pour te protéger. Donc de pouvoir, mettre du sens sans nous-mêmes être dans une panique totale qui pourrait aussitôt se transmettre à l'enfant. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Vous êtes peut-être plus là. OK. Heu, oui, oui, merci. OK, ça marche, super. Donc oui, juste pour revenir sur la citation. Donc effectivement, la citation, là, elle datait du XIe siècle. Donc on voit qu'en fait, l'image qu'on a de l'enfant, il y a un problème. On a l'impression que c'était aujourd'hui ou hier qu'on avait cette image-là et qu'avant c'était mieux. Alors qu'à la finale, au XIe siècle, on croyait déjà que l'enfant était pas OK, quoi, était pas correct. Autre citation, c'est la deuxième. «Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible». Donc là, pareil, on se dit que ça pourrait forcément être actuel. On est sûr que d'avoir un jour entendu quelqu'un le dire. Pour autant, cette citation, elle date d'Hésiode, ça veut dire 720 avant Jésus-Christ. Donc c'était mieux avant, je ne crois pas que c'était mieux avant. Par contre, on a toujours cette croyance que c'était mieux avant. Pourquoi? Ça, je ne sais pas trop. Ce qu'on peut voir en tout cas au cours de l'histoire par rapport au vécu, des enfants, c'est que ça n'a vraiment pas du tout été simple pour eux. Si on regarde, ne serait-ce qu'il n'y a pas très longtemps, au 19e siècle, on faisait travailler les enfants en usine et dès leur plus jeune âge. C'est-à-dire que dès 4 ans, on les mettait dans les mines et les usines et jusqu'à 15 heures par jour. Vous imaginez 15 heures par jour? Et pourquoi on faisait ça? C'est que tout simplement à 4 ans, c'est des enfants qui sont encore petits et qui peuvent se faufiler partout dans les mines ou dans les usines pour aller réparer ou récupérer des choses derrière les grosses machines. C'est la période de l'industrialisation. On va utiliser ça comme une main-d'œuvre facile et en plus beaucoup moins chère que les adultes. Et on voit bien que là, le fait de prendre soin d'un enfant,
d'être bien traitant avec l'enfant, bah, pour l'instant, on n'y est pas du tout, même au 19e siècle. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est qu'en 1841, pareil, c'était il y a pas si longtemps que ça, qu'on va limiter le temps de travail pour les enfants. Limiter le temps de travail, ça a été quoi? Ça veut dire que, en 1841, pour des enfants qui ont moins de 12 ans, on a limité à 8 heures par jour. La blague! Et pour les, 12 à 16 ans, on a limité à 12 heures par jour de travail en usine. Vous imaginez, mais c'est énorme! Comment on a pu utiliser les enfants et pas du tout les prendre en compte? Et c'est l'école obligatoire de Jules Ferry, qui a permis de protéger les enfants, tout simplement en rendant l'école obligatoire jusqu'à 13 ans. Ça veut dire que la plupart des enfants qui étaient scolarisés, jusqu'à leurs 13 ans, ils étaient protégés du travail en usine. Alors ça n'a pas empêché certains de quand même prendre les enfants en usine, après l'école, hélas, mais en tout cas, ça a protégé une grande majorité des enfants. Et c'est Églantine Jebs, qui en 1923, c'était il y a 100 ans, vous imaginez, qui a écrit la première déclaration des droits de l'enfant avec 5 principes de base pour la protection de l'enfance, comme le droit au bien-être, par exemple. Vous imaginez le droit au bien-être? On a été obligé de l'écrire pour se dire: «Ah oui, les enfants, ils ont le droit au bien-être et au fait d'être respectés». C'était il y a 100 ans et ça, c'était juste un texte et on sait bien qu'entre un texte qui est écrit et après le changement des mentalités, il y a tout un un champ d'expérience, on va dire et de ratage, qui va se mettre en place pour qu'à un moment donné, on change nos habitudes, on change notre manière de voir l'enfant et bah, on voit bien qu'il y a encore pas mal de travail à faire. Donc une nouvelle ère commence avec Églantine Jebs qui revendique le fait que oui, il faut respecter les enfants, c'est important et cette envie de bien faire, d'être présent pour l'enfant, de le prendre en compte, bah, il y a eu, comme je disais, des ratés. Ça veut dire qu'on le faisait par rapport aux connaissances qu'on avait à un moment donné. Donc là, par exemple, on a donné des pastilles de menthol, borate et cocaïne à des enfants pour, bah, quand ils avaient mal à la gorge, c'était très efficace, ils ne sentaient plus rien. Bah oui, cocaïne, anesthésiant, mais on n'avait pas les connaissances que la cocaïne, bah, c'était pas bon, ni pour les enfants, ni pour les adultes. Et on a voulu bien faire, on a voulu se soucier du bien-être, de l'enfant, mais en ayant des connaissances qui étaient hélas, faussées. Un peu plus tard, en 1920-23, on a créé cette laine, de la laine radioactive, vous imaginez? Une saine et douce chaleur, je vous l'ai mis un peu plus gros. Une laine souple, élastique, résistante, épaisse et confortable, qu'un traitement physico-chimique a doué d'un remarquable pouvoir, la radioactivité. Et là, on se dit: «Ah oui, super!» Mais on n'avait pas ces connaissances, on pensait que la radioactivité était quelque chose de bon. On n'avait pas la connaissance que c'était pas bon pour l'enfant. On pensait bien faire. Donc notre intention était vraiment bonne. Par contre, ce qu'on a fait à ce moment-là, aujourd'hui, on sait que ce n'était pas adapté. Jusqu'en 1956, on permettait, de boire de l'alcool, enfin on permettait, d'ailleurs on en mettait à tous les enfants, de boire de l'alcool à la cantine. Vous imaginez? Et il était coutume, alors je vous l'ai mis en un peu plus grand, il était coutume de servir de la bière, du cidre ou du vin dans les maternelles et les écoles primaires. Alors quand même pour les maternelles, on faisait moitié eau, moitié vin. On diluait un petit peu, mais on servait de l'alcool et pourquoi on le faisait? Mais parce qu'on pensait que c'était un stimulant immunitaire et que c'était bon pour eux. Ça veut dire qu'encore une fois, il y avait un budget alcool, mais l'alcool, ça coûte quand même relativement cher. Il y avait un budget alcool pour le servir aux enfants, pour qu'ils puissent être stimulés au niveau du système immunitaire. Et on voit bien là l'espèce de décalage entre envie d'être dans la bienveillance et être réellement bienveillant. D'où l'idée de mettre à jour nos connaissances extrêmement souvent, de toujours remettre en cause les connaissances du moment pour essayer d'aller voir les nouvelles informations qu'on a tout le temps, pour ajuster systématiquement, bah, ce qu'on fait auprès des enfants. Donc oui, aujourd'hui, être parent ou être éducateur, c'est difficile, tout simplement parce qu'avant, on ne se posait pas de questions, c'était comme ça.
Et aujourd'hui, avec tout le champ de connaissances qu'on a, on est toujours à se remettre en cause, à essayer de tâtonner, de savoir comment on va faire. Et c'est extrêmement énergivore parce que, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, on n'a pas d'exemple. Ça veut dire qu'on part de là où on en est et on essaie d'avancer. D'où cette petite partie sur, le cerveau de l'enfant. On a fait des énormes bonds de connaissances depuis les années 2000 sur le cerveau et la maturation du cerveau d'un enfant. Là, je vais vous présenter, de façon très, très simplifiée, le cerveau de l'enfant. Pourquoi je dis simplifié? C'est qu'en fait, je vous présente une théorie, avec, vous verrez avec 3 parties du cerveau, mais en fait, toutes les parties sont interreliées. C'est vraiment juste pour simplifier, la vision de comment fonctionne le cerveau d'un enfant. Grosso modo, un cerveau, on pourrait imaginer qu'il est fait de 3 grandes parties. Juste à la base, juste ici, il y a ce qu'on appelle le cerveau archaïque. Le cerveau archaïque, c'est quoi? C'est le cerveau de la survie. Donc, comme son nom l'indique, en cas de danger, c'est lui qui va être activé, qui va emmener toute une cascade de réactions. Au-dessus, c'est ce qu'on appelle le cerveau limbique ou le cerveau émotionnel. Grosso modo, lui va me permettre de savoir est-ce que ce que je vis, est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? Et par-dessus, vous avez ce qu'on appelle le cortex. Le cortex, c'est lui qui va permettre une certaine rationalité, la logique, la moralité, mais aussi ouvrir aux apprentissages, au fait de fabriquer des nouveaux neurones, etc., etc. Donc on voit que le cortex est extrêmement important, là, au niveau de sa taille. Il représente en fait 85% de la masse cérébrale totale. Donc on voit qu'il prend quand même une grande place au niveau de notre cerveau. Maintenant, ça commence à être connu, mais à votre avis, vers quel âge est mature le cerveau d'un enfant? En fait, pendant très longtemps, on a cru que c'était 6-7 ans. Vous savez, on parlait de l'âge de raison vers 6-7 ans. En fait, aujourd'hui, on sait, depuis les années 2000, hein, on sait qu'un cerveau est mature vers 25-30 ans. Et là, on se dit, wow! En fait, depuis les années 2000, on a vraiment revisité entièrement le fonctionnement du cerveau d'un enfant. Et voilà ce qu'on a découvert. Avant, on pensait que les enfants étaient matures vers 7 ans, c'était faux. On pensait qu'ils faisaient exprès de nous énerver, en fait, c'était faux, ça aussi. On pensait qu'en fait, quand ils se comportaient mal, c'est qu'ils étaient insolents et mal éduqués, pas du tout. Et on pensait qu'ils faisaient tout le temps des caprices quand ils étaient petits, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que leur cerveau, leur cortex est en construction. Si cette partie est totalement immature pendant de nombreuses années, et ça va demander du temps et tout un environnement favorisant pour que le cortex puisse pleinement se développer et pleinement maturer toutes ses fonctions. Donc on voit que, en fait, quand on demande à un enfant de 2, 3, 4, 6 ans de maîtriser ses émotions, ça risque d'être compliqué, d'autant plus compliqué que la dernière zone qui va être mature, c'est au niveau du cortex préfrontal juste ici, et c'est celle justement qui permet de maîtriser ses émotions et de contrôler son impulsivité. Cette dernière zone vers 25-30 ans. Donc, quand on demande à même ne serait-ce qu'à un adolescent de contrôler son impulsivité, il ne peut pas en fait. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. D'ailleurs, on le voit en crèche, quand il y a des enfants qui mordent comme ça, tout d'un coup, ils se jettent sur un copain et il le mord. On voit bien que 2 secondes après, il est là, pas bien, faut pas mordre, tout ça. Il nous explique toute la règle. On voit qu'il l'a très bien compris quelque part. On se dit: «Mais s'il a compris, pourquoi il mord?» Parce qu'il peut pas s'en empêcher. Si je tape au-dessus de mon genou, vous savez comme chez le médecin, mon genou, il va tout de suite se relever automatiquement. Pour les enfants, c'est la même chose. L'immaturité de leur cerveau fait qu'ils ont un certain type de comportement face à certaines actions et qu'ils peuvent pas faire autrement pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'à 25-30 ans, il va continuer à mordre ses copains. Enfin, j'espère pour vous. En tout cas, bien prendre en compte que, l'enfant, a un cortex extrêmement, fragile, qui est en pleine construction et que du coup, dès qu'il va être sous stress, il va y avoir 2 grandes hormones qui vont arriver, qui vont être le cortisol et l'adrénaline et qui vont comme couper, ça va comme débrancher son cortex. C'est comme s'il était plus disponible et quand il est sous stress, quand l'enfant est envahi de cortisol et d'adrénaline, en fait, il va pas pouvoir faire de nouveaux apprentissages. Il va pas pouvoir faire de nouvelles connexions. Il va pas pouvoir mémoriser à long terme parce que cette partie de son cerveau, c'est comme si elle n'était plus disponible.
Donc, bien prendre en compte que l'environnement va énormément compter sur comment va se développer le cortex, comment va se développer le cerveau de l'enfant. Je vois un message privé qui me dit 25 ans, c'est long. J'espère qu'on ne va pas démoraliser et décourager les parents. Non, justement, au contraire, 25 ans, ça veut dire que vous imaginez, vous avez une zone de ratage énorme, c'est génial. Alors que si le cerveau était mature vers 6-7 ans, bah, il faudrait tout bien faire avant leurs 6-7 ans, sinon après ce serait «foutu» entre guillemets. Tout n'est pas foutu, vous verrez que même après 25 ans, il y a cette plasticité du cerveau, cet effet de résilience qui va permettre, en faisant du développement personnel, en allant travailler sur soi, essayer de comprendre ce qui fait blocage, on peut réparer, on peut fabriquer des nouveaux neurones. En fait, les nouveaux neurones, on pensait que, jusqu'à un certain âge, on ne pouvait plus en faire. Mais en fait, jusqu'à la veille de notre mort, si les conditions sont adéquates, on peut fabriquer des nouveaux neurones. Ce qui est mature avant 25 ans, si je prends l'image d'une maison, en fait, c'est les bases sur lesquelles est appuyée votre maison. Est-ce que vous voyez bien la différence? Donc avant 25 ans, c'est les bases que je construis sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer une fois que je serai adulte. D'où l'importance vraiment de prendre soin des enfants et de leur offrir un environnement qui leur permet pleinement de développer leur cerveau. Mais ça, avant, on ne le savait pas. C'est pour ça qu'on ne prenait pas autant en compte les enfants. Hop là. Donc sous stress, cette zone, la préfrontale, qui contrôle les émotions, va difficilement arriver à maturité. Parce que si on n'a plus accès, si on est sous stress et qu'on n'a plus accès à son cortex, on ne peut plus venir développer et maturer cette zone spécifiquement. On peut se poser la question dans quel environnement le cortex va avoir tendance à se débrancher. Alors, je vais revenir vers vous 2 secondes. Hop là, je vais vous regarder un petit peu. Je vais vous faire un petit jeu. Je vais vous lire des choses et après, on va pouvoir s'amuser autour. Imaginez, vous êtes au travail et votre patron vous demande un travail le matin à rendre imprimé sur son bureau le soir même. Vous êtes dans votre journée, vous commencez à traiter plein de dossiers, des mails qui arrivent, des coups de fil, des collègues qui viennent vous demander des choses et cetera. Vous êtes dans plein de choses à faire, vous avez même pas le temps de manger. Vous prenez juste un sandwich au distributeur le midi, vous mangez entre 2 comme ça, vite, rapidement et vous continuez à faire plein de choses dans votre journée. À la fin de la journée, vous êtes hyper content, vous avez fait plein de choses, vous êtes satisfait et en même temps, il y a une espèce de truc un peu mais j'ai l'impression d'oublier quelque chose et là, votre patron arrive. Là, vous vous rappelez: «Boulette, j'ai oublié le dossier» et là, votre patron, il est furax. Il arrive, il vous dit: «Qu'est-ce que c'est que ça? J'attendais, le dossier, il est toujours pas sur mon bureau. Mais vous croyez où là?» Et là, vous vous sentez hyper mal. Vous voyez tous vos collègues qui vous regardent avec un air de compassion mi-figue, mi-raisin. Vous avez juste mais une honte énorme. Il est 17 heures, c'est l'heure où vous débauchez. Vous partez, votre patron, de toute façon, il est reparti hyper fâché, il a claqué la porte. Vous repartez, vous êtes mal, mais mal à l'intérieur. Et là, dans la rue, vous croisez un ou une amie. Cet ami vous dit: «Oh, mais c'est rien, mais t'en fais toute une histoire, mais c'est pas grand-chose. Arrête un peu ton cinéma». On se sent comment à ce moment-là? Quand quelqu'un est en train de minimiser ce qu'on ressent à l'intérieur, on peut se sentir totalement déboussolé, on peut se sentir seul, on peut se sentir, perplexe, désorienté. En fait, quand on minimise ce qu'on ressent à l'intérieur, il y a une espèce de stupeur, on se sent vraiment mal à l'intérieur. Vous en avez toujours gros sur la patate, vous croisez un deuxième ami, pareil, vous lui racontez ce qui vient de vous arriver et là, cet ami vous dit: «Et toi, tu restes là à rien faire, mais go, mais agis, mais reste pas planté là, mais retourne au travail, finir ce dossier, mais allez, mais bouge quoi!» C'est-à-dire qu'il vous donne des ordres, il vous pousse à agir. Là, vous vous sentez comment? Peut-être que vous allez être sur la défensive, furieux, en colère ou encore une fois totalement déboussolé, vous savez plus trop, déstabilisé peut-être. En tout cas, ça vous aide pas. Le fait d'avoir reçu des ordres comme ça, vous vous sentez vraiment mal à l'aise à l'intérieur. Vous rencontrez un troisième ami, vous racontez à nouveau ce qui vient de vous arriver et là, voilà ce que vous dit votre ami: «Mais pourquoi tu l'avais pas fini ce travail? Mais tu pouvais pas t'organiser autrement? Mais tu avais oublié ou tu as pas eu le temps? Mais, du coup, pourquoi tu es pas resté? Ah, tu as pas osé? Mais pourquoi le regard de tes collègues te gênait? Ah bon? Mais pourquoi?» C'est-à-dire que là, on pose plein de questions, plein de questions.
Là, ça va faire intrusion à l'intérieur. Moi, je voulais pas partager tout ça. J'ai encore plus honte, je me sens encore plus bloquée, je me sens encore plus déprimée et désarçonnée, en fait. Et ça va pas être confortable non plus quand on est sous stress de recevoir plein de questionnements d'un coup. Vous croisez un autre ami, enfin, si on peut dire ami. «Oh mais t'en rates pas une toi, on te demande une seule chose urgente le matin pour le soir et tu le fais pas, sérieux?» Donc là, jugement critique, bonjour, bonjour. Là, on va pouvoir se sentir totalement bouleversé. Quelque part, il y a une espèce de solitude et puis à la fois, on est troublé, on ne sait pas trop: «Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, mais je suis pas sérieux». Enfin, une espèce d'angoisse qui peut monter à l'intérieur, qui ne va pas du tout être confortable non plus. Il peut y avoir aussi le collègue qui rigole un peu de tout et qui va vous dire: «Oh la honte, en plus devant tous tes collègues, oh, ils vont te charrier demain matin. Oh, j'aimerais être là pour voir ça, hein». Mais là, on a juste honte en fait et à la fois on se sent seul, on se sent triste, on se sent démoralisé. Donc on voit bien qu'il y a des choses qu'on faisait avant et on le faisait sans vraiment se poser de questions. On pensait que c'était éducatif en fait. On pensait que c'était bien de réagir comme ça. Alors qu'à la finale, aujourd'hui, on sait que c'est pas forcément bon pour eux. Je vais retourner à mon hop, à mon fichier. Hop. Est-ce que c'est bon du coup? Vous avez bien l'image qui est revenue? Alors je ne vois plus les hop. Je n'arrive plus à voir les discussions. Alors ça doit être ici. Hop. Donc, tac. Donc aujourd'hui, on sait que minimiser, donner des ordres, menacer, moraliser, enquêter, interroger, juger, critiquer, se moquer, ridiculiser, on sait que tout ça, ça ne va pas être bon. Alors je n'arrive plus à voir, juste j'essaie de voir comment faire. Ah voilà, c'est ça. Hop. Ah, je suis partie trop loin. Hop. Donc aujourd'hui, on sait que minimiser, donner des ordres, menacer, moraliser, enquêter, interroger, etc. Tout ça, on sait que c'est une voie sans issue en fait et que ce n'est pas bon pour l'enfant. Hop, je regarde où j'en suis. Voyons maintenant les effets des hormones du stress justement sur le cerveau immature d'un enfant. On a bien compris que c'était extrêmement immature. Ah, il y a un autre message privé qui arrive. J'ai le sentiment que les parents actuels se contrarient dans leurs attentes. Ils veulent qu'ils se calment et cherchent la stimulation. Oui, effectivement. Il y a une espèce de truc paradoxal. Oui, non, c'est pas grave, je vois un message un peu tard, mais c'est pas grave. Il y a une espèce de paradoxe effectivement entre les parents, qui veulent à la fois stimuler l'enfant, parce qu'ils veulent, qu'il développe son cerveau au maximum et en même temps qu'il reste sage. En fait, c'est un peu comme si on attendait de l'enfant que ce soit une espèce de boîte avec un entonnoir dans lequel on mettrait plein de choses pour que ça devienne un petit génie. Alors que, bah, pour développer pleinement le cerveau de l'enfant, c'est pas du tout en essayant de bourrer, de plein d'informations, et en surstimulant les sens de l'enfant que ça va développer le cerveau de l'enfant. Au contraire, plus on va surstimuler le cerveau d'un enfant, plus il va être sous stress parce qu'on ne va pas du tout à son rythme et moins son cerveau va se développer harmonieusement. Donc l'effet du stress sur le cerveau immature d'un enfant, il faut bien voir que ce qu'on appelle stress pour un enfant, ça va être très différent du stress d'un adulte en fait. Pour stresser un enfant, il suffit parfois de pas grand-chose. C'est-à-dire que là, par exemple, si je fais un enfant qui est particulièrement sensible à ça, si je lui fais non, juste comme ça, chez un enfant de moins de 3-4 ans, il peut être totalement en stress total et partir dans son cerveau archaïque aussitôt. Ça veut dire qu'en lui, juste ce non dit avec ce ton-là, avec ces yeux-là, à l'intérieur, ça lui fait un pic énorme de cortisol et d'adrénaline. Ça peut être aussi des enfants qui ont accumulé du stress et qui n'ont pas eu la possibilité de partager avec un adulte. Comme je partageais tout à l'heure, quand on laisse un enfant face à un écran tout seul, mais en fait, il va engranger du stress, du stress, du stress. Alors que si l'adulte est là pour lui parler, pour mettre des mots, en fait, le stress va descendre. Imaginons un enfant qui a accumulé du stress, du stress, du stress, du stress. Ben, en fait, ça va faire aussi beaucoup, beaucoup trop de cortisol et d'adrénaline.
Donc les enfants, soit qui ont accumulé du stress, soit qui ont un coup de stress intense, un chien qui aboie très fort par exemple, à l'intérieur ça fait boum, le cerveau c'est comme s'il explosait et du coup cet énorme coup de stress va activer le cerveau archaïque. Chez un enfant de moins de 3 4 ans, avant 5 ans en gros, très facilement le cerveau archaïque va être activé. Ce qui va amener en fait des comportements qui vont être inadaptés ou des comportements qui vont être démesurés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le cerveau archaïque est activé, soit l'enfant va attaquer, soit l'enfant va fuir. Et s'il ne peut ni attaquer ni fuir, ben en fait, il va rester dans un état de sidération. Et très souvent, les enfants vont rester dans cet état de sidération. Je ne sais pas si vous revisualisez le matin, quand on prépare les enfants et qu'ils sont petits, et qu'on leur dit: «Vite, allez, finis ta tartine, vite, va te laver les dents, vite, mets tes chaussures, mais qu'est-ce que tu attends là? Mais mets tes chaussures!» Et l'enfant, il reste là, il a une chaussure dans les mains, il ne bouge pas. Voire même, il a quelque chose dans les mains et en fait, il est concentré dessus et il n'est pas du tout en lien avec nous. En fait, il est en état de sidération, il est en état de stress intense. De l'extérieur, on peut se dire: «Il bouge pas». En fait, à l'intérieur, c'est totalement bloqué. Il ne peut pas faire autrement. Et ce dont il a besoin, c'est d'un contact bienveillant pour refaire revenir de l'ocytocine, comme on verra tout à l'heure, en tout cas des hormones qui vont l'aider à se sentir mieux. Donc en dessous de 5 6 ans, c'est les cerveaux archaïques et les cerveaux émotionnels qui dominent. Ça veut dire qu'en cas de stress, très rapidement, le cortex va se débrancher et il va rester juste l'émotionnel et l'archaïque avec c'est inconfortable ce que je vis, voire directement l'archaïque avec danger, il faut vite que je fuis ou il faut vite que j'attaque, ou alors si je ne sais pas quoi faire, rester sans bouger et faire le mort pour éviter qu'il m'arrive quelque chose. Donc bien garder en tête que tous les enfants ont besoin de temps pour grandir et que parfois on peut ne rien voir de l'extérieur. On peut avoir l'impression que toute la bienveillance qu'on met en place, ça n'a pas d'effet sur l'enfant, alors qu'au contraire, il est en train de grandir, il est en train de pousser à son propre rythme. Et effectivement, une pousse de lentilles va aller beaucoup plus rapidement qu'une tulipe, mais c'est ni bien ni moins bien, c'est juste différent et chaque enfant va avoir besoin de temps pour grandir à son propre rythme. Et à nous de poser les conditions favorables pour qu'il puisse pleinement grandir et s'épanouir. Et ces conditions idéales pour l'aider à se développer pleinement et devenir l'adulte qu'il devrait devenir s'il est pleinement développé. Les conditions favorables, c'est l'ocytocine, c'est l'hormone du lien. Cette hormone, elle est fantastique. Là, si je vous mets ces images, j'imagine qu'à l'intérieur, si vous observez, vous avez une espèce de sourire qui arrive, une espèce de bien-être. Tout simplement parce que ça nous fait de l'ocytocine. Rien que de regarder là des images, ça nous fait du bien à l'intérieur. Tout simplement parce qu'on se sent en lien, on sent de la chaleur, on sent de la proximité. Et l'ocytocine, elle va arriver quand on se sent en lien avec quelqu'un et quand on a un toucher bienveillant. Cette ocytocine, c'est ce qui va permettre, d'être détendu à l'intérieur, d'être en confiance avec la personne. C'est aussi ce qui va m'aider à décrypter mieux les émotions sur le visage de quelqu'un. Ça veut dire que si je manque d'ocytocine, en fait, j'ai du mal à comprendre ce que l'autre est en train de vivre. Alors que si j'ai plein d'ocytocine dans mon corps, j'arrive à vite détecter ce qui se passe pour l'autre. J'en suis sensible. Ça amène la coopération, ça amène une sensation de bien-être profond. Donc on voit que l'ocytocine, elle est vraiment fantastique, en sachant qu'elle est plus que fantastique. Parce qu'une fois qu'on a de l'ocytocine dans le corps, on voit que là, je me sens en lien avec la personne, même si je suis en train de vivre une émotion qui est désagréable. Et le fait à la fois d'avoir de l'ocytocine, c'est-à-dire que je me sens en lien, je me sens en sécurité avec quelqu'un, tout en vivant quelque chose d'inconfortable qui m'amène quand même du cortisol et de l'adrénaline, en fait, ça me permet de maturer mon cerveau. Ça veut dire que l'ocytocine, elle va venir quelque part empêcher le cortisol et l'adrénaline de faire du mal au cerveau. Elle protège l'enfant. Donc, quelle que soit l'émotion que traverse un enfant, il va être important de garder le lien à tout prix et de nourrir la confiance dans la relation, quoi qu'il arrive. Et l'ocytocine, elle va aussi permettre de fabriquer trois autres grandes hormones qui sont la dopamine, la sérotonine et les endorphines, en sachant que la dopamine, c'est ce qui me motive à faire les choses. C'est ce qui me permet d'être concentré sur une tâche. Tout à l'heure, on se disait, mais comment on fait pour concentrer les enfants, pour qu'ils soient attentifs? Eh ben, offrons-leur un lien de qualité
Ce lien de qualité leur fera de l'ocytocine dans le corps et l'ocytocine va leur permettre de synthétiser cette dopamine et d'être concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Ça va permettre aussi de synthétiser la sérotonine qui est, l'hormone de la bonne humeur. Donc on voit que ça va amener beaucoup plus de joie, dans le quotidien, plutôt que de manquer de sérotonine et d'être un peu fermé, un peu tristoun. Et ça va permettre aussi de synthétiser l'endorphine. L'endorphine, c'est quoi? C'est l'hormone qui va me permettre d'être content de ce que j'ai fait. Je suis fière. C'est l'hormone quelque part de la récompense. Je me récompense moi-même en me faisant un plaisir à l'intérieur avec cette endorphine. Donc on voit que si l'enfant vit cette endorphine en faisant des choses autour, ça lui donne envie de recommencer encore et encore, donc ça le motive et ça lui permet la persévérance. En tout cas, une des premières choses à faire, par rapport à cette ocytocine, c'est aussi de vous en donner à vous. Vous, vous êtes la base, vous êtes l'adulte qui va accompagner l'enfant. Donc c'est pas juste offrir de l'ocytocine à l'enfant, c'est aussi penser à vous d'abord et nourrir cette bienveillance et cette empathie pour vous-même, pour pouvoir en offrir, aux autres ensuite. Les enfants sont-ils, les mêmes qu'hier? Est-ce que le cadre et l'autorité sont les mêmes qu'avant? On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui changent et même si on cherche encore nos marques, aujourd'hui. En tout cas, l'évolution de notre société fait que, on a pris conscience du développement de l'enfant et du coup, cette notion de cadre et d'autorité, elle suit et elle commence à beaucoup changer, à se modifier par rapport à ce qui se pratiquait avant. Ce qui se pratiquait avant, c'était la prédominance de l'autorité. Jusque dans les années 60-70, c'était l'autoritarisme. Ça veut dire que là, on utilisait les outils que je vous ai montrés tout à l'heure, minimiser, donner des ordres, menacer, moraliser, enquêter, interroger, juger, critiquer, se moquer, ridiculiser. Donc tout ça, de l'extérieur, ça faisait des enfants très jolis, hein, ça brille, c'est joli, tout ça. Mais de l'intérieur, voilà ce que vit l'enfant. Il y a plein d'interdits. Il peut rien faire. Il doit juste obéir aux ordres. Et le fait de ne pas être en contact avec soi, mais de juste obéir à ce qu'on me dit de faire alors que ça n'a pas forcément de sens, en fait, ça me stresse. Parce que je n'ai pas cette liberté de mouvement, je n'ai pas cette liberté de penser, j'arrive pas à savoir qui je suis, ce que j'ai envie de faire, pas faire. On me dit juste d'obéir comme un robot. Et ça n'aide pas du tout le cerveau à se développer, ça va mettre énormément de cortisol et d'adrénaline. Alors je vois une question, ces différentes hormones peuvent-elles biologiquement perturber, il doit manquer un mot, peuvent-elles chez certaines personnes, enfants comme adultes. Alors oui, tout à fait. Il y a des hormones où on peut avoir quelques difficultés. On sait par exemple que, les personnes, autistes ont du mal à synthétiser cette ocytocine et c'est pour ça qu'elles ont du mal à comprendre, à détecter, les expressions du visage et à comprendre quelle émotion la personne en face est en train de vivre. Et ils ont fait des études où ils montraient qu'en en faisant un espèce de spray d'ocytocine, de l'ocytocine chimique, hein, en spray nasal. Ça permettait, pendant alors je ne sais pas combien d'heures, ça permettait aux personnes autistes de plus facilement détecter, les émotions chez l'autre. Donc on voit l'importance de l'ocytocine et le fait que, suivant aussi ce qu'on a vécu, si on a vécu des traumatismes durant l'enfance et cetera, on peut avoir aussi plus de difficultés. Ce qui fait aussi que parfois, quand l'enfant arrive, est en train de naître, il peut arriver que la maman, elle ait un défaut d'ocytocine, elle ait pas ce pic d'ocytocine qui fait qu'elle s'attache au bébé et pendant longtemps, elle peut être comme si c'était un étranger, comme si ce bébé n'était pas à elle. Il peut y avoir des difficultés. Donc plus on va accueillir ça sans juger personne, juste se dire: «Cette personne-là, elle n'arrive pas à synthétiser l'ocytocine» et du coup, le lien ne se fait pas facilement. À nous, accompagnants autour, de mettre un environnement favorable pour que cette personne puisse, au fur et à mesure, créer du lien, même si ce sera moins rapide que les autres. Donc, cortisol et adrénaline, donc oui, si l'enfant vit dans un environnement autoritariste, il va avoir tendance à être plein de cortisol et d'adrénaline et dans cette ambiance de peur, de crainte de mal faire et cetera. Mais en fait, il n'apprend pas du tout à s'autonomiser. Il n'apprend pas du tout à se développer pour devenir un adulte indépendant. Il est en train de juste attendre les ordres et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc on voit que ça ne permet pas au cerveau de se développer pleinement. En sachant que dans cette ambiance-là de crainte, de peur,
il va y avoir différents types de réactions. Soit l'enfant va être très attaquant, soit il va vraiment fuir, soit il va rester figé. Mais en tout cas, c'est sûrement son cerveau archaïque qui va être le plus souvent activé. Donc, dans ces situations-là où on a posé un cadre qui est peut-être de l'ordre autoritaire, qui n'est pas forcément juste et où on a l'impression que l'enfant n'obéit pas, mais tout simplement parce qu'il est dans son cerveau archaïque et qu'il est dans l'incapacité de nous écouter, on a une solution réflexe, alors totalement bête, hein, mais c'est un réflexe. On resserre encore plus le cadre. Il écoute pas, bah, on resserre encore plus. Et là, ben, comment on se sent, nous, généralement? Ben, on se met dans un état comme ça. C'est-à-dire que pour essayer de récupérer le pouvoir, vu que l'enfant n'écoute pas, eh ben, on essaie d'imposer encore plus fort. À votre avis, c'est le signe de quoi quand on se met comme ça? Quand on est dans un état comme ça, quand on est hors de soi, déjà, se dire que quand je suis hors de moi, je suis dans l'incapacité de tenir le cadre. J'y suis pas, je suis pas là. Donc quand je suis hors de moi, se dire non pas quel mauvais parent je suis, mais plutôt rentrer dans la bienveillance envers soi. Si là, je viens de péter un câble, c'est tout simplement que j'ai besoin d'empathie, j'ai besoin de bienveillance, j'ai besoin de soutien. Et à un moment donné, je n'ai plus les ressources, donc je me retire et j'essaie de faire une pause et d'être en contact avec moi, plutôt que déverser peut-être quelque chose, d'angoissant ou de stressant, en tout cas pour l'enfant. Donc quand vous vous mettez à crier, dites-vous que c'est juste le signe que vous avez besoin d'être bienveillant, peut-être de faire une pause et d'être en contact, empathique avec vous-même. Dans les années 60 est arrivé, il est interdit d'interdire. Donc là, on est dans un laxisme total, ce qui donne à peu près ça. Donc là, il y a pas des grands murs avec des pics, il y a quasiment pas de murs et le peu de murs qu'il y a, en fait, si l'enfant il s'appuie dessus, pouf, il tombe. Donc l'enfant n'a pas du tout de sécurité. En sachant que ce laxisme-là, c'est soit un laxisme assumé, ça veut dire que le parent dit: «Non, non, mais moi je te fais confiance, vas-y, hein. Non, non, mais tu fais ce que tu veux. Alors là, non, non, mais je te fais confiance, vas-y, c'est super». Ou la démission parentale: «Ah mais tu me lâches là, c'est bon, ah mais débrouille-toi». Ou là aussi, c'est du laxisme, on n'est pas en train d'accompagner et de sécuriser l'enfant. Dans ces 2 cas de laxisme, l'enfant ne se sent pas du tout en sécurité. Et généralement, soit ce sont des enfants qui vont tout le temps se mettre en danger, tout le temps, soit c'est des enfants, qui vont devenir des mini-adultes très, très tôt et qui vont réussir à se dire non, mais en même temps, ils sont plus du tout dans la joie d'être un enfant, dans l'insouciance d'être un enfant. Ils sont dans une espèce de mini-adulte et sans plaisir et sans être pleinement un enfant. En sachant qu'actuellement, en fait, on est en train de naviguer un peu entre les 2. C'est-à-dire on navigue entre laxisme et autoritarisme et on fait une espèce de rond-point comme ça, où on n'arrive plus du tout à s'y retrouver. Donc une autorité bienveillante, c'est quoi? C'est pas une auto si on imagine un guide de haute montagne, c'est pas un autoritarisme, qui va aider parce que l'autoritarisme, il y a pas d'écoute, on n'est pas du tout à l'écoute des capacités réelles. Imaginez que vous avez pris un guide de haute montagne pour vous sécuriser, pour faire une balade de 3 heures et monter les 3 pics là et il vous dit: «Allez, tu montes là-haut, allez, dépêchez-vous là, qu'est-ce que vous faites?» En fait, si vous êtes épuisé, que vous êtes au 2e sommet, vous dites: «Mais j'y arriverai jamais» et quelqu'un vous crie dessus, c'est pas du tout sécurisant. Tout comme si le guide de haute montagne vous dit: «Non mais allez-y, je vous attends là, je vous fais confiance, vous tournez au 3e, sapin», un truc comme ça, je sais plus trop, mais je vous fais confiance. Ou alors: «Oh non mais moi je suis fatigué, hein, tu y vas tout seul, hein». En fait, on se sent pas du tout en sécurité non plus. Ce dont on a besoin, c'est de ça, c'est d'un guide qui soit en lien avec nous, qui soit à notre écoute, qui s'adapte à là où on en est et qui attend quand on n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'il avance petit pas par petit pas en étant vraiment dans cette observation de où en est la personne. Là, ça va être une autorité qui est vraiment ressourçante et adaptée à l'enfant. Donc bien garder en tête qu'une autorité éducative, c'est une autorité où il y a du lien quoi qu'il arrive. Une autorité éducative, les règles et les consignes sont contenantes, respectueuses. Toutes les émotions sont accueillies, le contact physique est bienveillant et les attentes sont réalistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les consignes, par exemple, elles vont être claires. Ça veut dire que si je dis à un enfant: «Range ta chambre», est-ce que la consigne est suffisamment claire? Peut-être pas. Parce que si pour l'enfant, sa chambre, c'est ça, il voit pas du tout ce qu'il y a à ranger. Donc on voit qu'on se rejoint pas du tout.
Hop, alors je vois une question. On peut dire que l'autoritarisme et le laxisme sont tout autant perturbants. Oui, tout à fait. Oui, oui. En fait, l'autoritarisme et le laxisme, c quelque part, c'est les 2 faces, il y a une face pile, mais on parle de la même chose. Soit on met le tout pouvoir sur l'enfant, soit on met tout pouvoir sur l'adulte, mais en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dans l'autoritarisme, c'est l'adulte qui a le tout pouvoir. Dans le laxisme, quelque part, on dit à l'enfant: «Allez, tu te démerdes, c'est toi qui as le pouvoir, moi je suis pas», quoi. Donc on voit que dans les 2 cas, c'est extrêmement perturbant et c'est pas du tout éducatif. Ouais. Donc il faut que la formulation soit claire, c'est-à-dire que ranger sa chambre, c'est pas suffisamment clair. Alors que si je dis, «Les coussins se rangent ici, en pile les uns sur les autres, les cubes vont se ranger dans cette boîte-là» et cetera, ça va aider, la consigne est beaucoup plus claire pour l'enfant. Pareil, il faut que la consigne soit claire et formulée en positif. Ça veut dire quoi? Isabelle Filosa prend toujours cet exemple. Si je vous dis: «Ne pensez pas à une girafe», ben, on a tous en tête la girafe. Parce que, on ne peut pas se faire une image de ne pas. Et pour un enfant, c'est encore plus compliqué. Donc si on lui dit: «Ne cours pas», en fait, il entend courir lui. Donc on va essayer de formuler ça différemment et on va par exemple dire: «Bah, on marche lentement ou doucement, regarde, juste comme ça» et on montre l'exemple. Il n'y a pas mieux que de montrer l'exemple et c'est une des deuxièmes règles, c'est l'exemple, c'est nous. Il faut être cohérent. C'est-à-dire que je ne peux pas demander à mon enfant de ne pas crier si je lui dis: «Tu de crier!» qui est pas du tout cohérent, on est bien d'accord. Pardon de vous avoir crié dans les oreilles. Troisième chose, il faut que la règle, elle soit connue d'avance et qu'elle soit même si elle est connue, il faut qu'elle soit intégrée ensuite. Ça veut dire qu'il va falloir répéter et répéter les choses et effectivement, on ne peut pas dire, si je n'ai jamais passé le permis et que je vois ce panneau-là, bah, en fait, peut-être que je ne comprends pas ce panneau, même si c'est évident pour tout le monde et peut-être que je vais l'interpréter comme ça, peut-être et du coup, je vais me retrouver à faire des zigzags un peu partout en pensant que c'est ça qu'il faut faire. Donc, ne pas hésiter à répéter encore, encore et encore. Ça fait partie du processus d'apprentissage et à un moment donné, l'enfant va avoir totalement intégré la règle et ça va être simple pour lui de l'appliquer. L'autre idée, c'est de co-construire. Ça veut dire d'établir les règles ensemble. Parce que quand on construit les règles ensemble, à partir du moment où l'enfant sait parler, bah, on peut lui demander bah, quelle solution on pourrait trouver par rapport à ce problème qu'on rencontre tous les deux. Et on va essayer de trouver une solution qui correspond à moi et à toi. Ça veut dire qu'on est dans le juste et on est dans réfléchir, créer quelque chose, créer du lien ensemble et trouver des règles qui me vont à la fois à l'enfant et à l'adulte. Et vous verrez que plus vous allez co-construire les règles ensemble, bah, les fois où il y aura des règles que vous allez décider qui seront totalement non négociables, l'enfant, il sera d'accord. Parce que la plupart du temps, bah, on est dans le juste. Alors quand des fois, c'est non négociable, bah, d'accord, je comprends, je respecte. Et vous allez vraiment goûter à ça. L'autre chose, il faut vraiment que l'autorité, comme on a vu, soit sécurisante. Il ne faut pas que l'enfant se sente seul, abandonné. Il ne faut pas que l'enfant ait peur de l'adulte. Ça n'aide pas du tout son cortex à se développer. Il faut vraiment mettre un climat qui va permettre la coopération et la fabrication de dopamine, de sérotonine. L'autre chose, je vois une question. On peut dire alors que l'autoritarisme et le laxisme sont tout autant perturbants, c'est pas évident à appliquer pendant l'adolescence. Eh oui! Mais c'est ce que je disais en même temps, c'est quelque chose où, quelque part, on est en train de découvrir comment faire, on va faire des expériences, on va rater des choses. En soi, rater, c'est pas grave. Quand on se rend compte qu'on a fait quelque chose avec l'enfant, on a dit certaines choses, on a posé des règles et qu'après coup, on se dit: «Bah, c'était n'importe quoi, c'était pas cool pour lui». On peut toujours revenir vers lui. Au contraire, ça va créer beaucoup plus de confiance que d'être en capacité à se remettre en cause et à dire: «Bon, là-dessus, je t'avais dit non pour sortir, je t'avais dit jusqu'au la fin du mois, c'est niet, niet, niet. En fin de compte, je me rends compte que, bah, voilà, c'est vraiment important pour toi. J'ai arrêté une date comme ça au hasard. Il y a l'anniversaire de Pierre qui arrive et je sens à quel point c'est important pour toi d'y aller. Alors, en temps de Covid, on n'en parle pas, hein. C'est hors contexte Covid, bien sûr. Mais effectivement, pendant l'adolescence, c'est encore plus facile, parfois de péter les plombs parce que parfois notre propre adolescence a été compliquée. Donc parfois faire un travail aussi sur soi-même peut aider, pour apaiser les choses ou raconter sa propre adolescence aussi, sans faire de son ado un psy, hein, mais juste partager que, bah, pour moi aussi c'était compliqué pendant l'adolescence et je suis touchée de te voir, dans l'explosion comme ça quand, je t'ai dit, telle phrase. Beh, je me rends compte que c'est quelque chose que mes propres parents disaient et que j'aimais déjà pas. Donc être dans le partage, en fait.
Donc respecter le rythme de l'enfant, vraiment garder en tête que son cerveau est mature à 25 ans seulement. Donc ne demandons pas des choses impossibles aux enfants, ayons pleinement conscience que l'enfant, il va grandir à son propre rythme et que plus on va permettre l'hormone du lien d'être là et de créer de la confiance et de la sécurité, plus le cerveau va se développer pleinement. Donc encourageons ça. Donc, arrêter cette éducation au cortisol qu'on a utilisée pendant des années, des siècles même, on a vu, l'éducation au cortisol où on était vraiment tout le temps à trouver l'enfant inadéquate, avec des comportements inadaptés, et cetera, où on était vraiment dans quelque chose de négatif dans la vision qu'on avait de l'enfant. On voit bien que, Hésiode avait déjà une vision négative et que ça a pas aidé et peut-être qu'on poussait la porte dans le mauvais sens. Et que peut-être que s'ouvrir une éducation qui est boostée à l'ocytocine, au lien, à la confiance dans la relation, ça va aider le cerveau à se développer et à se rejoindre et à maturer plus rapidement. Donc aujourd'hui, pour permettre aux enfants de pleinement se développer, nourrir l'attachement sécurisant, donc proposer vraiment du contact physique dans la famille, vraiment quelque chose de bienveillant, où on demande aussi si c'est OK pour l'enfant de toucher l'enfant. On lui dit: «Est-ce que c'est OK pour toi de venir dans mes bras?» C'est-à-dire qu'on ne force jamais un enfant, l'histoire du consentement. Ah, je vois qu'il y a une autre, question qui arrive. Vous faites des formations au sein de l'éducation nationale, la scolarité me paraît être inadaptée aujourd'hui. Alors, ça bouge petit à petit. Il y a Catherine Guéguen quand même qui intervient de plus en plus au niveau de l'éducation nationale. Mais c'est comme tout, ça bouge petit à petit. Et il y a vraiment des profs, enfin je sais que dans le collège de mes enfants, il y a plein de profs qui sont vraiment géniaux. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place et effectivement, parfois, il y a des profs qui, sont encore dans cet autoritarisme et qui ont du mal, à faire confiance à l'autorité bienveillante. Ils ont l'impression de perdre le pouvoir. C'est tout un cheminement personnel à faire. Ouais. Donc en tout cas, nourrir cet attachement sécurisant, mettre un lien de confiance dans la relation, nourrir pleinement le besoin de bouger et de jouer librement. On voit bien qu'aujourd'hui, on confine les enfants. Alors, je ne parle pas du confinement Covid, hein. On confine les enfants dans les appartements ou dans les maisons. On les laisse plus du tout la liberté de bouger. On a toujours peur qu'ils se cassent quelque chose. Peut-être remettre de la confiance là aussi et leur permettre de faire des expériences, de se rouler dans la boue, de monter aux arbres pour pouvoir se dépenser physiquement et ne plus être sous stress à l'intérieur, dans une certaine sécurité quand même, hein. Ne pas les laisser sur des caisses à savon en pente parmi les voitures. Nourrir au maximum le besoin de contact, avec la nature, là aussi ça va être extrêmement important. Nourrir le besoin de ne rien faire et de profiter du moment présent, prendre le temps de s'ennuyer et de rêver. Ça aussi, notre société aujourd'hui a beaucoup de mal à accepter qu'on puisse ne rien faire. Alors que pour le cerveau, mais c'est primordial. Pourquoi? Si un enfant vient et vous dit: «Je m'ennuie» et qu'on lui dit tout de suite: «Bah, tu qu'à faire ci, tu qu'à faire ça», on lui coupe toute relation avec lui-même, en fait. Alors que si on dit: «Ah, tu t'ennuies? Ça fait quoi dans ton corps?» «Ouais, c'est bon, moi je te dis que je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire?» Tu te poses vraiment la question? Ouais. Je vois que ça t'embarrasse de pas savoir quoi faire. «Oh!» Et puis il va aller dans sa chambre. Quelques heures plus tard, vous vous rendez compte que vous l'avez pas revu. Alors, il faut déjà qu'il soit un peu plus grand, hein, quelques heures. J'ai peut-être un peu, augmenté le temps. 30 minutes plus tard, vous vous rendez compte qu'il n'est pas revenu dans le salon. Vous allez jeter un petit coup d'œil et là, vous voyez, il est en train de faire des trucs créatifs, en train de construire des tas de choses, tout simplement parce qu'il a été visité à l'intérieur. «Oh, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire?» Hop, ça réveille aussi l'envie de créer quelque chose et là, c'est super. Il est en train de développer lui-même son cerveau plutôt que d'obéir à: «Maman, elle m'a dit de faire ça, ouais, mais j'ai pas très envie». Du coup, en 3 minutes, nous, on s'est cassé pour sortir toutes les peintures, il en fait 3 coups de pinceau et hop, il part. Bah oui, mais c'était pas son envie première. Donc, à nous de l'inviter à aller visiter ce qu'il a envie de faire à l'intérieur. L'autre chose, c'est prendre le temps de rire et de s'amuser. On prend plus le temps là aussi de s'amuser d'un rien. Et pour conclure, vraiment sortir du binaire, qui a été pendant des siècles et des siècles présent, où on a l'impression que c'est soit toi, soit moi. Et aller vraiment dans quelque chose où il y a de l'ocytocine. C'est toi et moi qui est important. Et ça fait du nous à l'intérieur.
Ah, je vois une autre suite de questions. La pression sociale sur les adultes est énorme. Qui s'autorise ici à méditer, se mettre en pause? Ouais, je vous rejoins totalement. Effectivement, c'est mal vu dans notre société de s'arrêter, de faire une pause, de se relaxer. C'est vu comme quelque chose, comme de la fainéantise, en tout cas en France. Mais dans plein d'autres pays, c'est en train de vraiment de se modifier et d'être valorisé au contraire. Dire qu'il y a des gens maintenant, en France aussi, hein, qui interviennent sur les pauses entre midi et 2 pour proposer des temps de méditation ou de sophrologie. Donc on voit qu'il y a des choses qui bougent dans la société, mais quand on a envie que tout change d'un coup, c'est extrêmement frustrant de voir la lenteur du changement. Oui. Donc créer du toi et moi, créer du nous à l'intérieur. Donc être éducateur aujourd'hui, c'est quoi? C'est mettre un cadre, c'est prendre le temps, c'est accepter le conflit, ne pas voir le conflit comme quelque chose qu'il faut arrêter, mais voir comme une richesse pour apprendre à se connaître. C'est encourager l'enfant, c'est amener à l'autonomie, c'est passer de beaux moments et c'est aussi beaucoup de patience, comme vous le savez. Et cela demande aussi énormément de bienveillance envers vous-même. Vous n'allez pas pouvoir faire l'économie de passer d'abord dans la bienveillance et dans l'empathie envers vous-même. Rappelez-vous, c'est OK de ne pas avoir toutes les réponses. C'est OK de faire des erreurs. C'est OK d'avoir des jours sans. C'est OK de ressentir plein d'émotions à l'intérieur. C'est OK d'avoir envie de rien et c'est OK de demander de l'aide aussi. Petite citation de Jesper Joule. Les enfants n'ont aucun avantage à avoir des parents parfaits ou certains d'avoir raison. Ils seront plus heureux avec des parents qui se montrent des êtres authentiques, qui ne savent pas tout et qui cherchent constamment à évoluer. Petite bibliographie avant de passer à vos questions, si vous en avez. 2 livres là d'Isabelle Filiosa, ça c'est pour les plus petits. Donc si vous avez des enfants entre 1 et 5 ans, c'est le livre rose «J'ai tout essayé». Si vous avez des enfants entre 6 et 11 ans, c'est plutôt «Ils me cherchent» et si vous avez des ados, parce que j'ai vu qu'il y avait des ados aussi, c'est «On ne se comprend plus» qui est sorti il y a 1 an ou 2, pour les 12-17 ans. Donc ça, ce sont vraiment des livres très faciles à lire et qu'on peut trouver maintenant, en version poche en plus. Pour savoir comment se développe le cerveau de l'enfant et vraiment partir sur des bases le plus justes possible, Catherine Guéguen a compilé dans ce livre-là, Pour une enfance heureuse, toutes les connaissances en neurosciences depuis les années 2000. Et là, vous allez pouvoir trouver plein d'informations pour justement comprendre comment fonctionne le cerveau des enfants. 2 petits blogs, donc un blog là, c'est l'apprenti girafe. Je sais qu'en plus en ce moment, elle vend des cartes avec les ressentis, avec les besoins, qu'elle a dessinées et sur ce blog, vous allez trouver plein de petites images justement de communication bienveillante, qui vont permettre justement de nourrir, le cerveau de l'enfant et de comprendre comment il fonctionne, enfin la relation humaine en général, elle est pas ciblée sur l'enfant. Et le dernier, toujours le même, papapositif.fr que j'adore, qui permet là aussi d'avoir des connaissances en quelques minutes sur des thèmes spécifiques. En 3-4 minutes, vous allez pouvoir soit réactiver, vos connaissances, soit découvrir des nouvelles choses, peut-être. On va faire le temps des questions. Alors hop, je coupe ça. Comment allez-vous? Je vous revois. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, vous pouvez réactiver vos micros. Donc là, c'est personnellement que vous allez pouvoir réactiver, je crois, de votre côté. Ou si vous préférez poser des questions directement. Ah, je vois un chat. Alors. Covid et port du masque, est-ce que le langage signé peut offrir un intérêt, pallier en partie au langage tronqué à cause du masque? Oui, tout ce qui va mettre en mouvement le corps et montrer l'émotion en tout cas, mais pour ça, il va falloir signer en mettant vraiment, toute l'émotion. C'est-à-dire ne pas juste faire des signes très mécaniques. Vraiment, on offre tout ce qui est en nous pour montrer en fait, ce qui nous habite et ce qu'on a envie de montrer à l'enfant. Oui, ça peut vraiment aider l'enfant, tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que déjà je réponds à la question ou pas? Je ne sais pas qui l'a posée. Alors, est-ce que vous arrivez à réactiver vos micros ou pas? Ah, c'est moi qui dois réactiver en fait? Alors, Non, non, c'est bon? Ah, non, je l'avais dit.
Alors, quelqu'un voulait parler? Est-ce que j'entendais une voix? Non? Bon. Alors, concernant le Covid, il faut peut-être rappeler que le stress se transmet, mais heureusement le bonheur, et bien-être aussi. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est ce que je partageais, c'est-à-dire que la façon dont l'adulte va vivre cet instant Covid, on va dire, va totalement changer aussi la façon dont l'enfant va le vivre. Si l'adulte est stressé, bah, l'enfant il va être stressé. C'est l'adulte qui est censé le protéger. S'il voit l'adulte en état de stress, bah, il se sent en insécurité. Alors que si l'adulte est posé, explique et est rationnel, bah, ça permet à l'enfant aussi de rester sur quelque chose de beaucoup plus rationnel pour lui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Geneviève, est-ce que tu as des choses à dire? Ah, tu cherches comment réactiver ton micro? Heu, oui, non, tu nous as donné plein de petites billes, voilà, c'était très concret donc ça voilà, faut que je digère un petit peu tout ça. Mais oui, oui, ça fait penser à des choses, en tant que parent soi-même. Moi, je suis voilà, j'ai des enfants qui sont grands, mais je suis grand-mère aussi et Mmh. je vois que c'est une autre génération là qui se présente Et oui, et voilà, avec des enfants qui sont en cododo, des choses très proches aussi. Du oui. coup, moi, j'ai pas eu l'habitude moi-même, donc des fois, c'est aussi à réajuster avec, voilà, ce besoin de proximité et puis Mmh. aussi le cadre, comme tu disais, donner un cadre, ça voilà, le laxisme et le cadre, qui donne de la liberté, en fait. Mmh mh. Ça me fait Mmh. penser à ça, mais voilà Mmh. et j'ai bien aimé aussi les enfants, qui bu à qui on distribuait de l'alcool, Oui. à la cantine. C'est C'était Bah, intéressant de voir d'où oui, ils étaient très calmes l'après-midi. ah voilà, c'est ça, ouais. Ah, je vois des questions qui arrivent. Alors finalement, dans notre société, les supermarchés d'aujourd'hui sont source de stimuli pour l'enfant et de stress chez l'adulte, ouais. Pour acheter des sucres rapides en plus, plats cuisinés et transformés, revenons au circuit court et papote maison tous ensemble. Et popote, pardon. Et oui, mais oui, ça c'est quand on peut en tout cas, parce que parfois on a un travail qui demande énormément de temps, ou au niveau des horaires, c'est compliqué à organiser et à préparer des plats en famille. Mais en tout cas, effectivement, favoriser au maximum les choses le plus simples. On n'est pas obligé de faire des plats très compliqués, hein, et ça peut quand même rester sain. Donc rester sur des choses le moins transformées possible, parce que tout ce qui est transformé est blindé de sucre, et aussi, j'en ai pas parlé, mais d'additifs. Il y a certains additifs qui Mmh mh. maintenant, alors c'est marqué, hein, sur certains paquets, certains additifs peuvent amener des troubles du comportement chez l'enfant. C'est écrit noir sur blanc, hein. Donc il y a des additifs qui sont reconnus, ou alors là, j'ai pas la fiche avec moi, mais c'était un flan du Leclerc, par exemple, hein. Ben, je cite une marque, mais on s'en fiche de la marque. Un flan du Leclerc il y a quelques années, où c'était écrit dans les ingrédients, je ne sais pas combien, peut amener des troubles du comportement chez l'enfant. Écrit noir sur blanc. C'est-à-dire qu'on pense donner quelque chose de bon, un flan, on se dit: «Il y a pas grand-chose, il y a 3-4 ingrédients dans un flan». À la finale, ben, l'industrie a fait qu'on a ajouté des additifs pour je ne sais quelle raison, hein, et que du coup, bah, ça peut amener des troubles du comportement chez l'enfant. Quelque chose à la base qui se mange. Et là, encore, il y a des additifs qu'on a repérés, mais il y a peut-être aussi tous les additifs qu'on n'a pas encore repérés et pour lesquels certains enfants, exactement comme la caféine, certains enfants qui vont être plus sensibles que d'autres. Donc à nous de voir à quel moment il y a des aliments où on a l'impression que ça amène de l'excitation ou quelque chose de bizarre chez l'enfant, et que quand on lui met pas, bah, il est plus apaisé. Donc à ce moment-là, à nous d'être suffisamment dans l'observation pour se dire: ça je donne pas. Et revenir à des choses basiques. L'enfant peut Mmh manger mh. du pain le matin, et le pain, c'est déjà, plein de sucre naturellement, en fait. La farine, c'est quelque chose de déjà, sucré naturellement. Ça va? Ouais. Alors je vois qu'il y a d'autres questions qui passent. Ah! Comment je remonte? Est-il vrai qu'on peut diagnostiquer des troubles de l'attention chez un enfant par l'imagerie de son cerveau? Aucune idée, je ne suis Mmh pas, je ne suis pas neuropsy. Là-dessus, je ne pourrais pas vous répondre, je ne sais pas. Sûrement qu'il y a des choses, en tout cas l'imagerie permet de voir, quelles sont les zones d'activer. Donc peut-être qu'effectivement sur des choses précises, on peut voir que ça n'allume pas comme les autres. Mais après, est-ce que, ça prouve qu'il y a un manque d'attention? Aucune idée. Ça, je ne pourrais pas, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Alors autre
Un message privé. Faire une grosse poule au pot le week-end qui sert de soupe le lundi soir, purée le mardi, comme faisait mamie. C'est déjà un début. Et oui. Alors moi, je suis végétarienne, alors je vais pas manger grand-chose, mais mais oui, effectivement, essayer de faire des plats qui vont pouvoir se diviser. Si on fait de la sauce tomate, bah, essayer d'en garder pour dans 3 jours, etc. Enfin, peut-être 2 jours pour pas que ça s'évente. Mais voilà, de pouvoir être peut-être dans une organisation pour garder quand même des choses naturelles. Et en même temps, de se déculpabiliser. Si à un moment donné, on a un plat tout fait parce qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus, bah, c'est OK aussi en fait. C'est juste le faire en conscience, se dire bah, peut-être qu'il faut que je fasse gaffe le lendemain parce que bah, si ça excite mon enfant, c'est pas bon pour lui non plus. Je ne sais pas si ça vous parle. Ou quelqu'un qui met aussi le pain, c'est moins cher en plus. Bah oui, effectivement. Et que pensez-vous de tous ces enfants qui maîtrisent les médias dès le plus jeune âge? Ouais. Est-ce qu'ils seront capables dans quelques années de comprendre, enfin de savoir que la communication c'est la base de toute relation, de toute première relation? Ouais. Comment ils vont réagir dans les premières rencontres, les premiers échanges réels, en fait, d'adultes ou de oui, jeunes tout à fait. adolescents? En fait, ça va totalement dépendre de ce qu'ils vivent autour. Effectivement, ils sont devant les écrans, mais qu'est-ce qui se passe autour? Est-ce qu'ils sont accompagnés, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'ils sont accompagnés pour utiliser ces médias? Est-ce qu'on les laisse des heures et des heures et des heures sans jamais rentrer en relation? Ou est-ce qu'ils ont quand même une vie sociale à côté et que le temps est limité au niveau des écrans? C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, effectivement, très vite sont très à l'aise avec les médias, mais ça fait aussi partie de notre société. Notre société, aujourd'hui, il y a des écrans partout, en fait. Et on est presque anormal si on n'a pas d'écran. Enfin, je sais que chez nous, on n'a pas la télé. Bah, des fois, ça a créé des décalages pour mes enfants. Mais bah, c'était notre moyen à nous aussi, peut-être, de limiter les écrans. Si on n'a pas la télé, nous, on la regarde moins et les enfants la regardent moins. C'est aussi aidant parfois de ne pas avoir l'outil. N'empêche que ça crée du décalage aussi par rapport à la société qui est à fond dans les écrans et dans la manipulation de plein de choses. En sachant que c'est pas la peine d'y aller très tôt pour pouvoir le faire après rapidement. Le retard se rattrape. C'est-à-dire que là, mes enfants sont au collège, ils ont accès à tout ce qui est ordinateur, etc. Ils doivent faire des tas de choses sur ordinateur. En fait, ils ont appris à toute vitesse. Ils apprennent extrêmement vite à cet âge-là. Donc, il n'y a pas besoin de le faire des 6 mois de vie pour être super à l'aise plus tard. Vraiment limiter au maximum les ordinateurs qui empêchent vraiment la construction du cerveau, qui empêchent la relation à l'autre, qui empêchent de se concentrer et de prendre en compte l'autre. On a vraiment besoin de l'autre pour faire grandir notre cerveau. Et les écrans, ils viendront bien assez vite et bien assez trop en général. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Ah, je ne sais pas qui posait la... Ah oui, si, c'est bon, d'accord. Oui, j'ai entendu. Ok. Alors, je regarde. Peut-être qu'on n'a pas assez de recul pour analyser tout ça. Alors, par rapport aux écrans, on a quand même assez de recul. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça que vous dites ça. On a quand même assez de recul maintenant par rapport aux écrans et par rapport aux effets. Ça veut dire que chez les enfants qui, dès leur plus jeune âge, étaient face à des écrans, on a vu des comportements autistiques, par exemple. Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient autistes, hein, pas du tout. Mais le développement de leur cerveau, à un moment donné, il y a un bug, il y a un truc qui, ça ne va pas comme ça devrait l'être. En sachant que dès qu'on retire les écrans et qu'ils sont de nouveau en relation, en fait, ils rattrapent le retard. Mais pour ça, il ne faut pas qu'ils restent pendant 10 ans devant les écrans et que tout d'un coup, on se dit, mais il a 12 ans, ce serait bien qu'on lui parle. Là, il va y avoir du dégât, hélas. Merci. Merci Alex V, je ne sais pas qui. Qui c'est. Je vois qu'il est Alexandra. 21h30. Alors, je vois une autre question pour la nocivité des écrans. Si dans l'enfance, mais quel adulte et quelle société de demain? Oui, de toute façon, c'est nocif à partir du moment où il y a surdose et par rapport à l'utilisation que l'on en fait. C'est-à-dire que si vous êtes juste totalement passif à regarder un écran juste pour ne pas être connecté à vous, effectivement, ça va être délétère.
Par contre, si vous êtes un artiste qui crée plein de choses sur l'ordinateur, bah là, c'est positif quelque part. Vous êtes dans la création, vous êtes dans quelque chose où vous êtes acteur là-dedans. Donc là, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes types d'écrans, en fait. Je sais pas si vous voyez. Et quelle société de demain par rapport aux écrans, ben, encore une fois, ça va être quelle est mon intention en utilisant l'outil. Est-ce que c'est juste me fuir moi-même? Et si je me fuis moi-même et que je ne suis plus en contact avec moi-même, je suis dans l'incapacité d'être en lien avec l'autre. Il existe des sites éducatifs bien faits, faut-il les exclure totalement? Comme toute chose, si les sites éducatifs, on les laisse comme ça, bah, c'est un site éducatif, donc je le laisse 1 heure ou 2 devant l'écran, mais en fait, ça devient plus du tout éducatif. Ça devient juste une espèce de junk food à la dopamine. Pourquoi? Parce que les écrans, en fait, le fait d'appuyer sur un truc et ça fait une action derrière, vous êtes quand même relativement passif. Il y a juste le doigt qui bouge, vous ne faites pas grand-chose et ça fait des tas de choses autour de vous. Bah, ça, en fait, ça fait de la dopamine un peu junk food qui vous motive à continuer, mais qui ne vous motive pas du tout à engager votre créativité, à engager de suivre un but précis et de vous mettre en mouvement. Vous êtes totalement passif et vous bougez juste quelques petites choses. C'est pas du tout pareil. Un enfant a vraiment besoin de manipuler, de bouger, d'expérimenter, d'être en mouvement dans son corps pour pouvoir développer au mieux son cerveau. S'il n'a pas accès à ça, s'il est juste face à un écran et il voit des trucs, bah en fait, ça n'active pas du tout la même mémorisation, ça n'active pas du tout les mêmes zones dans le cerveau et il ne se développe pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Merci pour la conférence, merci à Ivana. C'était très intéressant, et blablabla. Ok, bonne soirée. Merci pour cette visio. Je vois qu'il est 21h30 et que Et tout ça le monde veut commence à... Ouais. quitter. C'était l'heure qu'on avait dit. Ouais, je regarde juste s'il y a des questions qui suivent. Le tout petit doigt déjà se découvrir face au miroir, dans l'espace, dans l'interaction à l'autre avant d'être devant un écran. Mais oui, la manipulation permet à son cerveau d'intégrer la 3D, par exemple. Tout à fait. Ben oui, oui, je rejoins totalement. Bon, il est 21h30. Juste avant de nous quitter, je vais vous proposer un petit sondage juste pour savoir comment s'est passé pour vous la soirée, vu que je ne peux pas avoir vos retours un à un, ce serait un peu compliqué. Donc, je vais alors vous le proposer. Est-ce que vous le voyez apparaître? Oui? Oui. Donc, je vous laisse quelques minutes et puis après, on pourra... Oui, d'accord. Belle soirée à vous. Et puis, à merci bientôt. beaucoup. Oui, merci Au beaucoup revoir. d'être venu. Au revoir. Alors, je ne sais pas si tout le monde a voté ou pas. Est-ce qu'il y en a qui votent encore ou pas? Ah, il y en a un autre qui vient de s'ajouter. Je vais attendre un peu. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Hop. Donc, je vais partager avec vous les résultats. Donc, il y avait plus de professionnels que de parents. J'imagine que vous voyez l'écran, hein? Oui. Ouais. Le choix du thème a correspondu à tout le monde. Le jour de la conférence, peut-être un petit peu, quelques-uns en difficulté. L'heure de la conférence, peut-être un peu tard, peut-être pour certains. L'utilisation de la visio a totalement été pour chacun. La qualité d'intervention, merci à vous. L'utilisation d'un PowerPoint, avez-vous apprécié? Oui. Seriez-vous intéressé? Oui. Bon, bah super. Je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Est-ce que tu veux dire un dernier mot ou pas, Geneviève? Ou est-ce que ça va pour toi? Écoute, non, franchement, c'est une expérience intéressante de pouvoir t'accueillir de manière cocooning un petit peu chez nous. On n'a pas besoin de ressortir, il fait froid dehors. Et puis on se voit aussi un peu sans masque. Bon, c'est voir le positif. Après, vraiment, voilà, tout ce que tu as abordé, c'était vraiment très intéressant. Peut-être peut-être à réitérer sous cette forme ou une autre. Et puis je pensais que peut-être il faudrait aussi consacrer une soirée aux écrans, vraiment, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions dessus. Et je sais qu'il y a des personnes, notamment la CAF aussi, qui a des intervenants parce que c'est une problématique voilà, pour pas actuelle.
voilà, Oui. actuelle. Donc ça Mmh. peut être, voilà, ce que je dis et voilà. Mais Oui. merci vraiment, merci à toi, c'est parfait. Bon. Bien dans le timing en plus. Oui, je m'y suis, tenue. Voilà, voilà, voilà. C'est très dense, il y a beaucoup de choses, mais je pense que ça a cheminé aussi, c'est Mmh. intéressant. Je parle Oh. pour les autres, mais je vais te faire un petit coucou. Je ne sais pas comment faire, mais j'ai appris aussi Bon. à manipuler cette chose, il faut bien le dire. Donc merci beaucoup à toi, parce que sinon je ne me serais pas lancée. Bon. Bah, merci aussi pour ta confiance, Geneviève. Et puis merci vraiment à chacun, chacune, je ne sais pas, je ne vois pas les visages de tout le monde, d'être venus parce que c'est vrai que c'est un média, voilà, qui est vraiment différent. Merci aussi d'avoir participé parce qu'il y a eu des questions, il y a eu, quand même du partage et au grand plaisir en tout cas de vous revoir, soit en visio, soit en vrai, j'espère bientôt. Vous Peut-être voir une en chose, vrai. excuse-moi Hélène, Oui, peut-être par rapport à ta bibliographie, comme c'est passé un petit peu vite, peut-être faire oui, un récap et puis moi je peux renvoyer oui, tout à donc aux fait, je peux. personnes, Oui, hein, oui. ou s'il y a besoin de précision, que les personnes utilisent mon mail pour Oui, oui. s'il y a quelque Ouais. chose, Mmh, enfin, ou une référence, mmh. blog ou autre qu'on n'aurait pas eu le temps de noter. Oui, OK, très bien. Bon, eh bien, bonne soirée à chacun, chacune et puis au plaisir Merci. de vous revoir à d'autres occasions. Belle soirée.